Bonsoir, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est n'importe qui. Ce soir c'est moi, François Lyonnais. Vous connaissez peut-être les produits de ma société, ClickTeam, Click and Play, The Game Factory, Multimedia Fusion, tous ces produits qui vous permettent de créer des jeux sans aucune programmation. Alors le sommaire de ce soir, c'est tout d'abord la critique de Sin and Punishment, Crime et Châtiment. Ensuite, dans la rubrique Compiler, la suite de la présentation des boucles. Et ensuite, la rubrique sortie animé manga. Et tout de suite, les news. Chaque année, Microsoft organise son grand concours étudiant Imagine Cup. Pour faire simple, il faut imaginer ça comme les Jeux Olympiques de l'informatique. Les étudiants du monde entier participent aux différentes catégories proposées, espérant arriver jusqu'à la finale mondiale qui a lieu en Pologne cette année. Imagine Cup, c'est une compétition à destination des étudiants, une compétition mondiale, multicatégorie, autour du logiciel. Cette année dans Imagine Cup, on a 5 catégories. La première catégorie qui est la catégorie reine qui existe depuis le début, qui est développement logiciel par équipe. L'objectif c'est de développer une solution complète. La deuxième catégorie c'est la catégorie logiciel embarqué. C'est à peu près la même chose mais avec des logiciels qu'on ne voit pas, embarqués, enfouis. On a une catégorie jeux vidéo, développement de jeux vidéo, où là c'est une catégorie également par équipe à élimination mondiale. On espère avoir cette année des finalistes au niveau mondial. On a une catégorie Information Technology, informatique, administration système, qui est une catégorie individuelle, qui se fait majoritairement sur Internet. Et enfin, une catégorie plus autour des arts numériques de la vidéo, qui est cette dernière catégorie dans Imagine Cup. Le 4 mai dernier, c'était donc la finale française qui avait lieu dans les locaux de Microsoft France. La cérémonie était présentée par Julien Tellouk de Game One, qui était accompagné de nombreux guests. On y voyait des anciens gagnants de l'Imagine Cup, le président de Microsoft France et même un ministre. Un petit mot, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives, il faut le rappeler. Un petit mot sur cet événement prestigieux. Écoutez, d'abord, moi je suis très heureux d'être ici avec Microsoft, avec toute la structure qui a pensé ça. Dans la catégorie conception de logiciels, les gagnants sont l'équipe du projet Baby's Angel, un système de surveillance automatique pour bébés. Ce sont donc eux qui iront représenter la France en finale mondiale. C'est un projet avant tout à vocation humaine, destiné aux jeunes parents qui sortent de la maternité. Notre but c'est de les aider parce que souvent ils étaient perdus, ils étaient noyés dans l'information. On essaye de centraliser l'information et de les aider à surveiller leur enfant pour prévenir de la mort du nourrisson entre autres, mais aussi d'autres dangers comme l'intrusion dans des lieux dangereux, comme un placard avec des produits électroménagers ou une piscine. On permet aussi d'avoir un carnet de santé interactif et intuitif, c'est-à-dire qu'ils peuvent gérer leurs vaccins, leurs courbes de poids, de taille et autres. Et dans la catégorie développement embarqué, c'est l'équipe Geras qui l'emporte avec un projet très bien pensé pour aider les personnes âgées vivant seules. Notre projet qui s'appelle Geras a pour but de reconnaître les chutes des personnes âgées à leur domicile et d'appeler les secours automatiquement. Donc on a cherché à trouver un projet qui puisse remédier à tous les problèmes que les systèmes d'aujourd'hui de détection de chutes ont, tels que par exemple les colliers qui peuvent être oubliés ou des choses comme ça. Donc notre projet est totalement automatique et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc chez vous. Imagine Cup, c'est une expérience complète, à la fois autour de la technologie, mais aussi sur des aspects qui sont plus de présentation, présenter son projet, vendre son projet, convaincre, des aspects business. Est-ce que mon projet peut être viable? C'est valable pour les catégories jeux vidéo, pour les catégories embarquées, pour les catégories développement logiciel. C'est même d'ailleurs des critères très très importants. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet qui va permettre aux étudiants de développer leur personnalité et d'être un accélérateur et un booster dans leur carrière. Prochaine étape donc, la Pologne. Et si vous aussi vous êtes étudiant en informatique et si ce concours vous intéresse, rien de plus simple, www.imaginecup.com, imagine, I-M-A-G-I-N-E, cup, C-U-P.com, tout simplement. Et toutes les informations, les catégories, les inscriptions sur le site. Les inscriptions d'ailleurs réouvrent maintenant pour l'année prochaine, dès le mois d'août. Bon, et maintenant on va passer à la critique de jeu, Sin and Punishments. Juste histoire de dire, peut-être connaissez-vous un jeu dont j'ai été le codeur dans les années 87-88 sur Atari ST. C'était le jeu Rank Xerox.
d'après la BD de Liberator. Alors un jeu dont j'ai un peu honte maintenant, il n'était pas très bien programmé, j'avais récupéré mes routines de sprite du STOS qui n'étaient pas extraordinaires à l'époque, donc ce qui fait que le jeu ralentissait quand il y avait des scrollings et c'était pas terrible. Mais c'est un bon souvenir de réunions avec les graphistes, de brainstorming et de choses assez amusantes à l'époque. En matière de rail shooter, le catalogue de la Wii est plutôt fourni. Entre les Resident Evil Chronicles, Dead Space Extraction, House of the Dead Overkill ou encore Ghost Squad, on peut dire que le choix est vaste. Le premier Sin and Punishment était sorti uniquement au Japon en 2000 sur Nintendo 64. Bien que graphiquement assez basique et d'une durée de vie un peu courte, le jeu Treasure proposait un gameplay efficace et de l'action non-stop. Il fut très recherché par les amateurs d'import à l'époque et il est officiellement disponible sur console virtuelle depuis 2007. 10 ans après le premier épisode, et dans ce contexte ultra concurrentiel sur Wii, Sin and Punishment Successor of the Skies a-t-il suffisamment d'arguments pour briguer la première place? Aussi curieux que cela puisse paraître pour ce type de jeu, l'éditeur a fait l'effort de créer un scénario. L'univers de Sin and Punishment est divisé entre l'espace intérieur et extérieur. Ces deux camps sont en conflit depuis toujours. L'espace intérieur utilise la race humaine pour repousser les assauts de ses ennemis. Plusieurs terres ont ainsi été créées afin de produire des humains prêts au combat. Mais l'humain, sujet à de trop fortes émotions, peut être instable et parfois se lier d'amitié avec le camp adverse. Chaque fois que cela arrive, les humains de cette terre sont anéantis, affaiblissant considérablement les défenses de l'espace intérieur. Kachi, une jeune éclaireur et amnésique de l'espace extérieur, débarque sur la 4e terre sans savoir comment l'invasion doit se dérouler. Au même moment, Isa, un garçon métis des deux camps, arrive lui aussi sur les lieux. Leur rencontre ne tournera pas à l'affrontement, mais à la curiosité, et le duo décide de partir à la recherche d'indices qui leur permettraient d'en apprendre plus sur eux-mêmes. Mais heureusement, car on est tout de même dans un jeu d'action, l'espace intérieur envoie des troupes d'élite pour remettre les choses en ordre. Contrairement à d'autres jeux du même genre, le personnage apparaît ici à l'écran, à la manière de Panzer Dragoon ou Planet Harriers en arcade, ce qui donne tout de suite un petit plus par rapport aux autres rail shooters, car il devient possible d'esquiver les tirs à la manière d'un shoot'em up et d'essayer différentes stratégies d'attaque et d'esquive. Toutefois, bien que pourvu d'un mode de joueur, le second devra se contenter du viseur à l'écran, l'éditeur ayant peut-être jugé l'adjonction d'un deuxième personnage comme peu lisible. Manette classique, Wiimote Nunchuk ou Wii Zapper, toutes les configurations sont possibles. Le stick du Nunchuk permet de se déplacer, tandis que les deux boutons C et Z servent respectivement à sauter et esquiver. La Wiimote, quant à elle, sert à déplacer le viseur ainsi qu'à tirer, verrouiller des cibles ou effectuer une attaque rapprochée. Clairement, le jeu est orienté scoring, multiplicateur de score qui permet d'augmenter ou diminuer son score en fonction des dégâts subis ou lancés, affichage du nombre d'ennemis et d'obstacles détruits à l'écran, défis contre les boss comme par exemple Zero Damage, on voit que l'on est dans un jeu où la performance compte. Quelques bonus sont également à récupérer sur le terrain, comme des kits de soins, des pièces qui donnent des points supplémentaires. Ces dernières apparaissent lors d'une contre-attaque, c'est-à-dire lorsque vous utilisez une attaque rapprochée contre certains projectiles ennemis, ces derniers étant alors renvoyés vers l'adversaire. Il est également possible d'utiliser une attaque plus puissante en chargeant son tir. Isa et Kachi sont proches, mais différents toutefois par leur tir de charge et leur système de lock. Isa est plus bourrin, le lock est manuel et son tir chargé est concentré dans une zone et ses alentours, alors que Kachi a un système de verrouillage automatique et son tir spécial permet de cibler jusqu'à 8 ennemis simultanément. Le rythme de l'action est souvent frénétique et les personnages répondent au doigt et à l'œil. Le contrôle à la Wiimote s'avère tout à fait adapté pour ce type de gameplay, d'autant que le niveau de difficulté en normal est déjà assez coriace. Frénétique est peut-être le mot qui convient le mieux à ce Sin and Punishment Successor of the Skies. Treasure arrive à proposer une alternative à Panzer Dragoon Horta sorti en 2003 sur Xbox, qui était jusqu'à présent la référence du rail shooter à la 3e personne. Pas forcément plus beau que ce dernier, qui est encore à la hauteur aujourd'hui, le concurrent sur Wii propose une 3D propre, mais certains environnements paraissent un peu vides et manquent parfois d'audace. L'aspect old school est renforcé par la démarche des personnages qui est un peu étrange et une approche jouant plus sur les codes du shoot'em up, comme cette séquence où des blocs barrent la route. Heureusement, les situations de gameplay sont variées. Stage dans la pénombre, sur un véhicule, boss gigantesques avec des patterns originaux à apprendre par cœur, etc.
Le jeu tourne par défaut en 60 images secondes, même si quelques rares ralentissements sont à déplorer. L'amas de projectiles est tel que certains passages manquent parfois de lisibilité. Niveau online, pas grand chose. Les scores peuvent être mis en ligne pour les comparer avec les meilleurs joueurs et le jeu ne propose pas de coop à 2 en ligne, dommage. Au final, même s'il dispose de beaux atouts, Sin & Punishment 2 n'a pas réellement su dépoussiérer un genre de jeu efficace mais ancestral. Exutoire fantastique et euphorisant pour les fans d'arcade et les vieux gamers, il risque de laisser un peu plus dubitatif la génération FPS. À vous de voir à quelle catégorie vous appartenez. Maintenant, la rubrique compiler consacrée aux boucles. C'est la deuxième partie de ce reportage sur les boucles. On va certainement, dans cette rubrique, parler des index de boucles, des boucles forts qui permettent d'incrémenter un compteur tout le long de la boucle et ensuite tester ce compteur, des boucles while, do, et voilà. Un souvenir qu'il y avait dans les anciens basiques à l'époque, c'était les goto qui permettaient de faire des boucles très sales. C'est-à-dire on faisait un saut direct à l'endroit où on voulait boucler, et quand on voulait sortir de la boucle, on faisait un goto au-dessus du goto premier. C'était très sale. Ça marchait bien, c'était rapide, mais c'était très moche. Maintenant, les gotos sont interdits dans la plupart des langages, donc on est obligé de programmer proprement. Les boucles, deuxième partie. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la tronche ou quoi? Tu boudes? Non, je boucle. Tant que tu ne t'es pas excusé, Compile reçoit mauvaise humeur. T'étais où la semaine dernière? J'avais pas l'air d'un con tout seul, moi. J'avais un rendez-vous important. Ah, boucle là. Eh bien justement, on va reparler de boucles aujourd'hui. Encore? Eh oui, on n'avait pas fini. Tu veux dire qu'on n'avait pas bouclé le sujet? Bon, puisque ça te fait rire, résume-moi ce qu'on avait dit la dernière fois. Bah en gros, une boucle, c'est une suite d'instructions que tu donnes à un ordinateur comme moi, qui se répète à l'infini. Sauf si tu poses une condition qui te permet d'en sortir. Par exemple, quand je demande un mot de passe à l'utilisateur, je boucle dans ma tête, tant qu'il n'a pas donné le bon mot de passe. Bon, c'est à peu près ça. Donc, on a déjà vu deux types de boucles. La boucle infinie. Et les 3 bugs. La boucle infinie, donc, qui commençait par l'instruction répète. Et ensuite, on avait également vu un exemple de boucle conditionnelle, avec l'instruction répète tant que. Oui, comme quand tu répètes tant que je n'ai pas compris, quoi. Eh oui, moi aussi tu me fais boucler parfois. Mais tout ça pour te dire qu'avec ces deux types de boucles, on peut programmer tout ce qu'on veut. Ah bon? Il n'y en a pas d'autres? Alors ça sert à quoi de faire une deuxième émission? Bien vu, Compile. Effectivement, il y a deux autres types de boucles, mais qui en fait sont juste des dérivés des deux premières. Tu peux développer, c'est encore un peu flou. Alors la première, c'est un répète tant que, sauf qu'on met le tant que à la fin de la boucle, plutôt qu'au début. Ouais, super, mais concrètement, ça change quoi? Concrètement, ça veut dire que les instructions qui sont dans la boucle seront exécutées au moins une fois, même si la condition nous fait sortir de la boucle. Oui, mais c'est bête en fait. Il suffirait simplement de me donner l'instruction une première fois à exécuter et de m'envoyer dans la boucle tant que ensuite. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un dérivé de la boucle tant que qu'on avait vu avant. Donc en gros, c'est encore un truc de geek qui aime optimiser leur code pour faire le moins de lignes possible, on dirait. On peut dire ça, mais en fait c'est surtout pour éviter d'avoir à copier-coller du code, ce qui multiplie la possibilité d'avoir des bugs. Parce que là, dans la boucle, on a mis que quelques instructions, mais parfois il peut y en avoir des centaines, voire des milliers. Ou même des millions, tant qu'on y est. Bon, et c'est quoi l'autre boucle dont tu voulais me parler? Le dernier type de boucle qu'on rencontre fréquemment est la boucle pour. Alors pour expliquer celle-là, je vais reprendre l'exemple où tu avais compté jusqu'à 1000, tu te souviens? Un peu que je m'en souviens. Il fallait que j'initialise une variable que tu avais nommée i. Et à chaque passage dans la boucle, je lui ajoutais 1. Et la condition pour rester dans la boucle, c'était que i soit inférieur ou égal à 1000. Autant dire que c'était sacrément casse-bite. Et j'ai dû faire ça 1000 fois avant de pouvoir sortir de cette fucking boucle. Alors reprenons le code de cette boucle. On a la phase d'initialisation, c'est i reçoit 1. Ensuite on a répète tant que i est inférieur ou égal à 1000. Puis affiche i. Et ensuite i reçoit i plus 1. C'est ce qu'on appelle l'opération d'incrémentation. Puis la boucle, si l'on peut dire. Arrête de faire ton Otian et reste concentré. C'est quoi le pour? Eh bien, c'est juste une façon différente d'écrire cette même boucle. La syntaxe, c'est pour, initialisation de la variable, jusqu'à valeur maximum, alors répétée. Puis les instructions. Dans notre exemple, ça donnerait pour i égale 1 jusqu'à 1000, alors répéter affiche i. Tu remarqueras qu'on n'a même plus besoin d'indiquer qu'on veut incrémenter i à chaque passage dans la boucle, vu que c'est le principe de la boucle pour. Bref, pour moi, c'est le même boulot, mais toi tu as gagné 2 lignes de code à écrire en moins.
Les programmeurs sont vraiment des feignasses. Ah oui, mais c'est une qualité, puisque comme on écrit la même chose mais en une seule ligne, le programme en devient plus lisible. Et si un autre programmeur regarde mon code, il va tout de suite comprendre que mon intention c'était de faire une opération 1000 fois de suite. Ok, mais bon, est-ce que c'était la peine de faire une mission là-dessus? On avait déjà compris le principe, hein. Ça valait le coup parce que la boucle pour est vraiment très utilisée en programmation. Mais elle est un peu difficile à comprendre puisque dans une seule ligne, on réunit une opération d'initialisation, une opération d'incrémentation et une condition. Super, et là t'as les 3/4 des gens qui ont déjà zappé. Compile, je te trouve négatif. En punition, tu vas faire ça. Pour i égale 1 jusqu'à 1000, affiché « J'arrête de critiquer mon maître Cyril ». Voilà. Tu croyais m'avoir, mais je suis trop rapide pour toi. Les données ont été traitées, sauvegarde en cours. Ok, alors pour i égale 1 jusqu'à 300 milliards, affiché « J'arrête de faire le malin quand je suis puni ». Bon, alors la rubrique compiler vous a certainement donné envie de programmer votre propre jeu. Est-ce que vous savez que notre société ClickTeam est donc l'auteur de Multimédia Fusion qui vous permet de créer des jeux en Flash, sans aucune programmation en ActionScript, très facilement, des jeux de qualité, ensuite de les publier sur le web, et même de gagner de l'argent en insérant des publicités dans les jeux. Voilà, c'était juste pour dire. Donc maintenant, on va passer à la sortie animée manga. Parmi les animés à succès du moment, difficile de ne pas citer la série Code Geass. Titre phare du studio Sunrise, ce shonen de science-fiction a raflé très vite le cœur du public japonais et occidental, ainsi que de nombreuses récompenses, dont celui de la meilleure série à l'animé Grand Prix. Le 3e coffret DVD de Code Geass, édité récemment par Kazé, clôture la première partie de la série. Pour rappel, l'histoire se déroule dans un futur alternatif. La majeure partie des territoires de la planète sont sous le joug de l'Empire Britannia, qui doit son succès militaire à des mechas ultra performants. Dans ce contexte, le louche Lampe Rouge, un jeune homme au sang impérial, va tout mettre en œuvre pour anéantir l'Empire Britannia. Pour ce faire, il prend l'identité de Zelo, un justicier masqué à la stratégie infaillible. À la tête d'une troupe de rebelles, notre héros machiavélique va alors entamer une véritable partie d'échecs contre l'armée d'occupation. Comme on pouvait s'y attendre, les épisodes contenus dans cette 3e box sont peu avares en révélations. Le duel des deux rivaux, le louche Suzaku, bat son plein. Quant aux interventions de la princesse Euphemia, elles vont prendre progressivement une tournure dramatique. Quoi qu'il en soit, l'affrontement final contre les forces de Britannia est bel et bien amorcé. La série Code Geass est le résultat d'un mariage assez surprenant de plusieurs recettes qui ont fait leurs preuves. Ainsi, la charpente du scénario repose sur un thriller stratégique, avec son lot de rebondissements et de réflexions. Mais le titre s'inscrit quand même dans le registre des séries de mecha. Forte de ce mélange, la série fonctionne bien. D'aucuns se laisseront séduire par le character design de Kimura Takahiro, qui a finalisé les esquisses conçues par les dessinatrices de Clamp. Chapeautée par Taniguchi Goro, qui a travaillé notamment sur l'excellente série Planète S, la réalisation n'est pas en reste et donne à l'ensemble une beauté plastique des plus attrayantes. Ainsi, et bien qu'on y décèle souvent un air de déjà-vu, la série Code Geass fait preuve de suffisamment de qualité intrinsèque pour scotcher son audience. De plus, le final dramatique de cette première saison n'augure que du bon quant à la 2e et dernière partie de la série. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un ange gardien? Eh bien, c'est ce qui arrive à la jeune Pelou. À la mort de son frère, notre héroïne hérite d'un téléphone portable. Celui-ci permet de joindre à tout moment un certain Daisy qui veille à distance sur elle. Abattue par le chagrin, le lien qu'elle va tisser avec cet inconnu va lui permettre d'avancer malgré les ennuis qu'elle rencontre au lycée.
D'ailleurs, ses ennuis, elle n'en parle pas avec son ange gardien. Et pourtant, ceci semble se résoudre comme par magie. Au même moment, l'établissement scolaire qu'elle fréquente va embaucher un nouveau gardien du nom de Kurosaki. Jeune homme d'un tempérament excessif et sauvage, ce dernier va s'en prendre rapidement à Teru qui va devenir, bien malgré elle, son larbin de service. Une lycéenne qui se retrouve toujours dans le pétrin mais au tempérament bien trempé, un garçon plutôt énervant mais attentionné, ces deux protagonistes attachants font de la BD Dengeki Daisy un shoujo sympathique à découvrir. Chose assez rare dans le milieu du manga pour filles, l'auteur Motomi Kyosuke est un homme. Précédemment, il a réalisé Beastmaster et Seishun Survival, deux séries courtes tout aussi loufoques. L'histoire de Dengeki Daisy est pleine de tendresse. Cependant, elle ne révolutionne pas le genre. Certes, les personnages sont attachants, mais le récit est extrêmement prévisible. Ainsi, on devine bien assez vite que Kurosaki n'est autre que le protecteur de Teru. Néanmoins, l'évolution de la relation entre les deux personnages est amusante à suivre. On sourira notamment devant les efforts que doit faire l'ange gardien pour protéger la demoiselle. Le style graphique de Motomi est plutôt rude et anguleux pour du shoujo, mais c'est aussi ce qui fait son originalité. De plus, une fois n'est pas coutume, comme le manga est scénarisé par un homme, l'histoire nous est contée aussi bien à travers la vision du garçon qu'à travers celle de l'héroïne. Cela pourrait avoir un impact des plus intéressants au fil des volumes. Bien que la suite des événements s'annonce plutôt prévisible, on a tout de même envie d'en savoir plus. Par exemple, quelles sont les origines de Kurosaki et quelle relation entretenait-il avec le frère de Teru? Cette série qui compte 6 tomes en tout et dont la publication est achevée au Japon est éditée en France aux éditions Kazé. Bon bah voilà, l'émission est maintenant terminée. J'ai été ravi de la passer en votre compagnie. Je ne sais pas si on se reverra, j'espère bien, en fonction de l'actualité de Click Team. En tout cas, j'étais ravi de venir à No Life, qui est vraiment une chaîne super sympa avec des gens géniaux. Voilà, merci beaucoup.